Bonjour et bienvenue dans Idées. Très ravi de vous savoir très nombreux dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Idées. Aujourd'hui, Idées va parler de la communication constructive et ça sera avec Madame Sami Agbo Chantal Ayema Afiwa, que vous connaissez très bien. Elle est une conseillère pédagogique. Elle a accepté de partager avec nous ses connaissances sur la communication constructive. Elle va essayer de nous montrer la différence entre la communication constructive et la communication non constructive. Quels sont les avantages d'avoir une communication constructive et les désavantages qu'on a quand on adopte la communication non constructive? Comment faut-il communiquer avec le récepteur pour pouvoir bien loger le message que vous avez en vous en tant qu'émetteur pour que le message puisse passer et apporter ses fruits? Chantal Ayema, bonjour. Bonjour, M. Kondo. Aujourd'hui, Idée veut parler de la communication constructive. Oui. On peut aller ensemble? On peut y aller. Oui, en tant que communicatrice, en tant que conseillère pédagogique, quand on parle de communication constructive, on fait allusion à quoi? Oui, merci beaucoup. Vous venez de dire que nous allons parler de la communication constructive et la communication négative. Effectivement, c'est la négation de ce qui est constructif. Mais nous allons aujourd'hui parler plus de la communication constructive parce que quand dans une communication vous êtes positif, les gens retiennent tout ce qui est positif. Mais quand vous y ajoutez le négatif, généralement ils retiennent le négatif et laissent le positif. Donc, souffrez que nous parlions que de la communication constructive. C'est quoi? La communication constructive, c'est ce besoin qu'on a de partager ce qu'on a avec quelqu'un. C'est vrai que c'est en termes d'échange, en termes de dialogue, en termes de conversation, mais à la différence qu'on veut faire un dépôt dans la personne qui nous écoute et un dépôt utile pour que cette personne s'en serve. Ou bien on veut être cette personne qui voudra bien aider l'autre en l'écoutant. Donc communiquer, au fait, c'est échanger, partager ses connaissances, son savoir, son état d'âme, ses sentiments avec quelqu'un d'autre et aussi réciproquement accepter ce que l'autre aussi aura dit. Pourquoi nous insistons sur le partage et nous insistons sur la connaissance? C'est qu'il y a plusieurs formes de dialogue. Quand par exemple deux personnes sont ensemble et qu'il y a un qui parle de ce qu'il entend de quelque chose, et que l'autre aussi parle de sa conception de la chose, si ça s'arrête là, ce n'est pas une communication. Ça veut dire que les deux personnes vont repartir comme ils sont venus. Et c'est ce qui arrive souvent dans les plateformes où peut-être deux pays ont des divergences et on les appelle, on dit dialoguons. Et qu'est-ce qui se passe? Celui-ci vient avec son idée, l'autre aussi vient avec son idée. Et c'est difficilement qu'on les amène à harmoniser quelque chose et repartir avec. Généralement, chacun repart avec sa conception de la chose. Et ça, c'est le dialogue. Si on arrive à un consensus, c'est tant mieux. Mais avec la communication constructive, on arrive forcément à un consensus et chacun repart avec le sourire. Donc c'est de ça que nous allons parler. Comment pouvoir parler et satisfaire aux besoins de l'autre, à amener l'autre à partir avec un cœur léger, un cœur dégagé. Au lieu du contraire, c'est de cela que nous allons parler. On a vu la différence entre communiquer ou dialoguer ou échanger ou converser. Quand je me lève par exemple, je vais chez mon ami, nous allons converser, nous n'avons pas besoin de me préparer. Généralement, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'il faut éviter quand il s'agit de la communication. Parlant du contenu, vous savez, quand vous êtes ensemble, quand par exemple il y a l'auditeur et l'auditoire, il y a quelque chose qui les lie. Donc, une bonne communication prend en compte ce qui lie le communicateur et l'auditoire. Si par exemple, je suis un consultant en comptabilité et qu'on m'appelle pour parler de comptabilité, je dois savoir que avec mon auditoire, là présent, ce que j'ai à dire, c'est la comptabilité. Imaginez que je me donne la latitude d'aller parler politique.
d'aller parler autre chose. Je suis en train de dévier et à la fin, il y aura des soucis. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand par exemple, on est dans un boulot et on a un directeur, une secrétaire, qu'est-ce qui les lie? C'est le travail. Donc, pour que la communication soit bonne et que cette communication soit pérenne, parlons travail. Quand je dévie et que je vais parler peut-être fesses ou je vais parler autre chose, certainement que la communication sera gâchée. Vous n'aurez plus une bonne communication avec votre secrétaire parce que vous avez dévié de ce qui vous lie. C'est tellement important. Quand je suis avec ma femme, mon mari, ce qui me lie, c'est l'affection. Je ne peux pas parler à mon mari comme je parle à mon chauffeur. Je ne peux pas parler à ma femme comme je donne des ordres à ma secrétaire. Si je commence par confondre les deux auditoires, certainement que je vais avoir des problèmes. Et généralement, les responsables de société ont ce genre de problème parce que de 8h jusqu'à 18h, ils sont que dans les ordres à donner. Faites ça, ne faites pas, corrige. Et on arrive à la maison, malheureusement, on a changé d'auditeur. L'auditeur maintenant, ce n'est plus les gens à qui on donne des ordres, mais c'est quelqu'un avec qui il faut des concessions. Et quand on continue par donner des ordres, la communication est fauchée, elle n'est plus constructive. C'est pourquoi il faut faire attention, que ce soit les femmes ou les hommes, devant nos enfants, nous ne devons pas être la même personne qu'au bureau. Au bureau, j'ai une autre personnalité, j'ai une autre forme de communiquer. À la maison, c'est l'affection, c'est le moral. Il faut tenir compte de cela. Un jeune amoureux qui a un rendez-vous avec son amoureuse et ils sont ensemble et le monsieur ne parle que de son, supposons que c'est un mécanicien, que des voitures, des outils, de quoi, de la mécanique, jusqu'à ce qu'il le quitte. Je crois que la communication a été ratée. Parce que vous n'êtes pas là pour parler des outils de la mécanique, mais vous êtes là normalement pour parler amour, pour parler affection. Donc vous comprenez que finalement, la communication c'est un art. Il faut être artiste pour être un bon communicateur. Donc je parlais du groupe cible. Quand je suis devant un groupe cible, je dois tenir compte de leur tempérament en général. Quand par exemple je suis en face d'un pays où les habitants sont souvent colériques. Vous savez, les colériques, ils ne sont pas patients. Les colériques n'aiment pas les détours. Les colériques n'aiment pas les blagues. C'est comme ça qu'ils sont nés. Et vous allez par exemple en Espagne ou en Italie, surtout en Espagne, et vous voulez parler à un public et vous commencez par des blagues. S'il vous plaît, ils vont taper sur la table. Je peux donner cet exemple. Je vais à Sokodé et puis je parle de porc. Hein? J'ai mangé la viande de porc. Mais ce n'est pas possible. Donc, je reviens au contenu. Le contenu doit être adapté à la personnalité que j'ai devant moi. Il y a une blague que je peux faire ailleurs et quelque part, ça ne sera pas la même chose. Donc, je parlais de tempérament. Tout ça doit être pris en compte. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est le besoin. C'est tellement important quand on est en communication. Je salue généralement ces présentateurs, souvent lorsque nous sommes dans des séminaires, qui, avant toute chose, après les protocoles de salutation, demandent « Je voudrais savoir ce que vous attendez de moi ». Et quand ils disent des fois « Prenez un bout de papier », de façon anonyme, dites-moi par rapport au thème, puisque vous avez eu les références, etc., par rapport au thème, ce que vous voulez. Qu'est-ce que cette personne veut? Cette personne veut savoir si son module est adapté aux besoins de son public. Tant que son module n'est pas adapté aux besoins, quelle que soit la bonne manière dont il procédera pour pouvoir transmettre le message. Je donne l'exemple d'un bébé qui pleure. Le bébé pleure et la maman prend le bébé et puis commence par lui donner du sein. Le bébé continue par pleurer. Vous savez peut-être que son problème, ce n'est pas le sein, mais c'est qu'il faudrait lui changer de couche. Mais quand vous ratez et votre objectif, c'est compliqué. Des fois, il se peut que l'objectif que moi j'ai en communiquant avec quelqu'un
n'est pas le même que ce que la personne attend de moi. Donc le mieux, c'est que je puisse pouvoir déceler son objectif ou bien son besoin pour pouvoir continuer dans la même lancée et trouver des solutions. Si, supposons qu'on amène quelqu'un dans une ville où peut-être il n'a pas plu pendant 3 mois et voilà, les agriculteurs sont très gênés, peinés, ils ont des soucis, mais lui, on l'envoie, peut-être c'est l'État qui l'envoie, pour qu'il parle par exemple des semences, des graines, comment les entretenir, comment faire les parterres, tout ça. C'est l'État qui lui a dit de venir le faire, il doit le faire. Mais il arrive, s'il ne dit que ça, mes chers, et qu'il s'en va, il risque de ne pas sentir l'auditoire favorable à son message. Son message est bon, son message est utile, certes, mais le message n'est pas le message du moment. Peut-être que s'il avait demandé quels sont vos besoins, il aurait su qu'ils ont des problèmes parce qu'il ne pleut pas, ils savent que faire. Et s'il faisait peut-être un petit tour vers l'irrigation, comment amener de l'eau vers les champs, je vous dirais qu'il sera tellement applaudi. Et c'est ce qui est important pour un communicateur. Ce n'est pas le message à communiquer qui importe. On aura beau bosser le message, quand la stratégie n'est pas bonne, quand la personne à qui on parle n'est pas intéressée par ce que vous dites, et peut-être cette personne peut même s'endormir et puis ça ne va pas donner ce que ça va donner. Et comment arriver à détecter le besoin? Je vais aller à l'un des fondamentaux, c'est l'écoute. C'est la stratégie qu'il faut, c'est-à-dire savoir écouter. Nous n'avons pas tous des oreilles pour écouter, malheureusement. Nous n'en avons pas. Ramenons-nous dans nos foyers. Combien de fois notre conjoint dit « Attends, je vais te parler. Tais-toi, moi aussi je parle, mais on ne parle pas. On parle parce qu'on a besoin de vider. » Et ça, c'est le dialogue, ce n'est pas la communication. Vous pouvez dire « Mais je parle souvent avec mon conjoint. On se parle. » Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est le dialogue? Est-ce que c'est juste des disputes? Ou bien c'est une communication constructive? Si c'est une communication constructive, là, vous devez commencer par l'écoute. Une communication constructive commence par l'écoute de cette personne qui est devant nous. Si vous n'écoutez pas la personne, vous ne pouvez rien faire. Imaginez que vous rentrez à la maison et que vous voyez peut-être un de vos enfants triste, nerveux, et qu'est-ce que vous l'appelez, vous lui mettez sur vos genoux, qu'est-ce que tu as, vous lui donnez de l'argent, l'enfant est toujours comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas atteint le besoin de cet enfant. Et c'est ce qui arrive dans les couples quand certains hommes, des fois, se disent qu'ils ont des femmes ingrates. Ils donnent des millions, mais ils n'ont pas le résultat parce que peut-être ce que cette femme voudrait, c'est juste être respectée devant les gens. Mais c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous ne la respectez pas devant les gens, donc son besoin est là, vous regarde, mais vous donnez de l'argent, vous passez à côté de la communication. Donc c'est tellement important quand par exemple, je vais toujours rester dans le domaine des relations, je sais que j'ai un ami qui aime peut-être sortir tous les samedis soirs, aller quelque part manger. Moi je n'y vais pas, mais un jour j'ai senti le besoin. Et puis je l'appelle et je lui dis, tu sors aujourd'hui? Il dit non. Et je dis pourquoi? Il dit, mais j'ai pas envie. Et je lui dis, mais tu as toujours sorti tous les samedis. Mais la personne me s'est demandé quel problème vous avez avec ma sortie. Mais quand je l'appelle et je lui dis, je veux sortir, aller là où tu vas, tous les samedis soirs, le message est clair. Même si cette personne n'est pas libre, cette personne va se lever et venir me chercher, m'emmener là-bas. Et c'est ce problème souvent que les couples ont. C'est-à-dire, j'ai un problème, je ne dis pas le problème à mon conjoint, mais je pense que mon conjoint va deviner le problème. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas deviner, c'est seulement Dieu qui est dans nos têtes. Lui, une personne ne peut pas deviner. Donc, quand par exemple, je suis en colère, je suis en courroux, parce que peut-être mon mari a crié sur moi en public et que je le rencontre en privé, je crois que la première des choses, c'est de lui dire ce que je ressens. Au lieu de crier, au lieu de taper, est-ce que ça donne un message? Non,
Le message que le bâton a sur l'enfant ou bien un conjoint, c'est « je te hais, je ne t'aime pas ». Alors que ton message, c'est autre chose. Parce qu'il y a de ces gestes-là qui donnent d'autres interprétations si on ne fait pas attention en prenant la peine de pouvoir cerner leurs besoins. Je crois qu'on peut aller loin dans la communication. Et la communication non constructive, c'est quoi? La communication non constructive, c'est cette communication au sein de laquelle les deux entités se séparent non satisfaits. Elle n'est pas constructive. Quand par exemple je parle avec mon enfant et à l'issue de ma communication, mon enfant pleure, je crois que la communication a été mauvaise. Peut-être les mots ont été mal choisis. Quand par exemple je parle avec mon collègue, hein, et ça vire en bagarre, ça veut dire que la communication a raté royalement. Vous-même, vous saurez si la communication est constructive ou elle n'est pas constructive. Elle est constructive quand ça apporte quelque chose à l'autre et à vous. Ce n'est pas seulement à l'autre, à vous aussi. Parce que vous aurez fait quelque chose de bon. Quand par exemple, j'aurais parlé à quelqu'un et il y a quelqu'un qui pleure, je l'aborde et que j'aurais parlé à cette personne ou je l'aurais juste écouté et jusqu'à la fin de notre entretien, cette personne m'offre un joli sourire. Déjà, j'ai compris que la communication a été constructive. Et c'est la communication constructive qui donne des résultats. Surtout quand il s'agit des business, des affaires, quand je suis par exemple avec mes employés, si j'arrive à pouvoir faire ressortir du sourire, à pouvoir amener quelqu'un à comprendre qu'il est à l'aise, je crois que cette communication, elle est déjà constructive. Et c'est de cette communication qu'on a besoin dans les maisons, dans les bureaux, et partout. Partout. Et des fois, M. Condon, il y a l'État qui se bat et qui fait venir des projets dans l'intérêt de la population. Mais quand vous allez vers ceux-là qui doivent mettre en œuvre le projet, vous constatez au fait que le contenu ou bien du projet n'est pas conforme à ce dont vous attendez. Et qu'est-ce qui arrive? Forcément, le projet ne va pas à terme. Parce que d'aucuns pensent qu'ils sont venus juste pour manger. Moi, je suis dans l'enseignement. Des fois, il y a des projets, quand vous les voyez, vous vous dites quelle est la relation entre ce projet et ce que nous faisons sur le terrain. Vous constatez que c'est un projet qui ne peut pas être mis en œuvre sur le terrain parce qu'il y a tellement de conditions. Quand par exemple, dans le projet, on vous dit d'acheter le matériel, on vous dit d'acheter ça, on vous dit d'acheter des outils, alors qu'il n'y a pas de budget pour ça. Tout le monde sait que c'est un projet qui ne va pas aller loin. Ça veut dire que la communication a raté. Elle n'a pas été constructive, d'autant plus qu'on n'a pas pris en compte les besoins réels des personnes pour lesquelles nous sommes là. On parlait entre-temps des politiciens. Lors des campagnes d'élection, on peut avoir deux candidats qui vont peut-être dans un village reculé. Il y a l'un qui viendra et qui dira « Moi, quand vous allez m'élire, je vais vous offrir des androïdes. Je vais tout faire pour que Togocom puisse vous amener les fibres optiques. Okay. » Et les gens vont applaudir parce que sincèrement, effectivement, ils en ont besoin. Puisque tout le monde en a besoin, tout le monde l'utilise. Mais il y a un autre, peut-être politicien qui viendra et qui dira simplement « Vous avez besoin de l'eau, combien de forages ?» Je vous dis, ils seront excités et diront on en aura dans ce coin, dans ce coin, dans ce quartier. Ça fait combien? Ça fait 5. Moi, je vous dis, vous m'élisez et je vous apporte les 5, même plus 5 forages. D'abord, le programme de l'autre est moins coûteux, mais c'est ce programme qu'on va plus applaudir parce que ce programme serait constructif. Il aura servi à amener de l'eau et les habitants seront plus contents et c'est normal qu'ils l'élisent. Donc on comprend quand c'est constructif, ça veut dire que ça satisfait à un besoin. Et quand ce n'est pas constructif, ça veut dire que
ça a amené plutôt des brouilles, des difficultés, des palabres, des querelles, même la guerre. Quelle est alors la différence entre une communication constructive et un dialogue? En fait, la différence entre la communication constructive et le dialogue est simple. Ça se remarque surtout dans les conflits. Quand par exemple on rassemble deux personnes qui ont des conflits, quand une personne vient et elle accuse l'autre, elle dit tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire elle se vide de courroux et après on donne la parole à l'autre. L'autre s'il pas, il se vide. Vous avez dialogué, mais vous n'avez pas communiqué. Au fait, si c'était la communication constructive, à l'issue de votre assise, certainement que vous auriez trouvé une entente. Certainement que vous serez satisfait tellement que vous n'allez même pas penser à ce pourquoi vous étiez venu. Vous allez en manger et boire et vous réjouir parce que vous avez trouvé des solutions à votre problème. Donc je dialogue, ça veut dire que je parle, je dis ce que j'ai à dire. Forcément, je n'attends pas que l'autre prenne ce que je dis et je me fiche aussi de ce que l'autre dit. Ça arrive dans les foyers. Il y a quand même des moyens, des façons de faire qui puissent amener à quoi? À la tempérance, à la non-violence. Et c'est cette violence que nous sommes en train de combattre. Parce que vraiment, si on n'adopte pas la communication constructive, si on n'adopte pas la communication non-violente, certainement qu'on sera du côté de la communication violente. Et ça détruit et l'orateur et le récepteur. Oui, comment y arriver? Effectivement, il y a plusieurs stratégies. Il y a beaucoup d'écoles en matière de communication. Il y en a qui sont officialisés, il y en a qui sont officieux, mais néanmoins, nous allons parler de quelques-uns en ce moment. Et nous allons par exemple parler de la communication positive. Nous allons parler aussi de la communication silencieuse et nous allons parler de la communication non violente en elle-même. Donc, parlant de la communication positive, c'est cette communication qui bannit tout ce qui est négatif. Les chercheurs ont constaté que notre système nerveux ou notre mental retient plus ce qui est mauvais que ce qui est bon. Quand par exemple, vous avez un papier peint en noir et papier peint en blanc, généralement, quand on demande à la personne quelle couleur tu veux, on dira le noir. C'est-à-dire que tout ce qui est noir attire parce que ça fait peur peut-être. Souvent dans nos maisons, dans nos villages avant, nos parents ont une façon de parler. Des fois, quand tu vas quelque part et il dit tombe. Alors que maman voudrait dire ne tombe pas. Johnny n'a pas là. Au lieu de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, on lui dit arrête. C'est plus facile de dire. C'est pourquoi quand vous allez dans la rue, vous verrez quoi, les interdictions, les panneaux d'interdiction. Ne faites pas, ne dites pas. Ça dit c'est des interdictions. On ne dit pas ce qu'il faut faire, on dit souvent ce qu'il ne faut pas faire. Mais malheureusement, c'est ce qu'il ne faut pas faire qui reste dans la tête de l'autre qui nous écoute. Quand tu dis à un enfant, tu me déranges, ne fais pas, tu me déranges, il continuera. Mais quand il lui dit reste tranquille, généralement ça marche plus avec reste tranquille, plus que tu me déranges. Quand tu es avec ton collaborateur, tu lui dis demain, ne sois pas en retard. La probabilité est forte à 90% qu'il soit en retard. Parce que, quoi, le mental a gardé en retard. Mais quand il lui dit, sois à l'heure, ça marche mieux. C'est ça la communication positive. Donc, dire ce qu'il faut faire, au lieu de dire ce qu'il ne faut pas faire. Quand, je le dis souvent, la loi, elle tue. Quand c'est ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, c'est compliqué. Mais quand c'est fait, on comprend bien. Quand, par exemple, je veux dire à un ami qui m'a blessé ou qui n'a pas été loyal, au lieu de lui dire « tu n'es pas sérieux », je peux lui dire que tu dois mieux t'y mettre. Ou bien c'est mon conjoint. Toi, tu n'es pas sérieux, tu ne restes... Moi, je veux que tu t'y mettes mieux. Et ça marche. Au fait, il y a un adage qui dit le tu. Le tu, c'est-à-dire le tu là. Souvent, ça vient avec des accusations, des culpabilisations. Donc, le je, plutôt, amène à quoi?
rassurer l'autre. Donc, au lieu de dire, tu es mauvais, je peux dire, je voudrais bien que tu améliores ce côté. Et ça s'apprend. Un papa ne peut jamais maudire son enfant. C'est cette histoire de communication constructive qui est en jeu. Peut-être le papa dit, continue comme ça et tu verras. Ceux qui l'ont fait n'ont pas réussi ou bien ont échoué. Et tu te dis, papa m'a maudit. Non. Au fait, il aurait dit, je voudrais que tu réussisses et pour cela, ne fais pas ce que tu es en train de faire, fais plutôt ceci. Donc, chers parents ou bien chers employés, employeurs, il faut vraiment qu'on adopte la communication positive. Et c'est un exercice à faire tout le temps, tous les jours, parce que c'est plus facile de dire tu es bête que de dire à un enfant tu réussiras parce que je vais t'aider. C'est plus facile de dire que tu es impoli au lieu de lui dire que je voudrais bien que tu utilises tel mot à la place de tel mot. Et je crois que c'est cette façon qui va nous amener à construire quelque chose de constructif et de façon pérenne, on pourra ensemble se comprendre, mieux se comprendre partout où on est. Au lieu de dire interdit de passer par la droite, on peut dire prière passer par la gauche. Et non seulement la personne ne voit pas le mot interdit qui crée en lui des émotions, parce que les mots négatifs créent des émotions. Quand, par exemple, tu as peur, et je viens, je dis, n'aie pas peur. Malheureusement, c'est le mot peur là qui va rester. Par contre, quand je lui dis, sois courageux, ça apporte quelque chose de positif. Que ce soit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, alors que la personne s'inquiète. Donc, vous ajoutez l'inquiétude à son inquiétude, le mot à ce mot-là qui est déjà en train de travailler dans son émotion et qui s'inquiète. Mais quand il lui dit, rassure-toi. Par exemple, quand un homme constate que sa femme va peut-être parler avec le voisin et il lui dit, ne va pas, ne va pas. La femme ne comprend peut-être pas pourquoi, parce qu'elle ne va rien faire de mal. Et un jour, ils les voient ensemble, il la rue de coups et la femme ne comprend toujours pas parce qu'elle ne fait pas ce que vous avez dit. Ce qu'il fallait dire juste, c'est que je voudrais que tu sois à moi seul. Donc quand je te vois avec l'autre, je ne suis pas à l'aise. Et elle comprend l'état dans lequel tu es chaque fois que tu le vois. Et ça marche. La fois passée, j'étais avec un couple qui s'est séparé et je voulais leur parler. Ils sont venus et je leur ai donné la parole. Souvent, quand moi j'écoute les couples, je les laisse parler d'abord. Sinon, vous allez risquer de dire des bêtises. Donc, j'ai dit parler, monsieur. Le monsieur était vraiment fâché, en crise de nervosité. Cette femme-là, c'est comme ça, elle sort, elle va dehors, je n'aime pas, elle fait ça, elle fait ci. Tu peux imaginer que la fois passée, je l'ai vue dans le bar à côté, en face quoi, de la maison. Pourquoi elle doit faire ça alors que ce n'est pas ça les valeurs que nous voulons cultiver. Elle m'énerve. Si elle veut, elle peut partir. J'ai dit d'accord, c'est fini. Et j'ai donné à la femme dit, je ne suis rien pour lui, il crie sur moi, dans toute cette maison, les gens savent que moi, mon mari ne s'intéresse pas à moi, il crie, et il fait ceci, il ne me respecte pas, même dans ma famille, même dans sa famille, il ne me respecte jamais. Et elle s'est fondue en larmes, et là on a fait au moins 1 heure de temps. Après, j'ai pris la parole et j'ai dit au monsieur, donc, tu voudrais que ta femme t'écoute. C'est-à-dire, dans notre langue, on peut dire Ojibe sonne segbena walo. Il dit oui, madame, c'est tout. Donc, les 30 minutes qu'on a passées là, c'est cette phrase juste qu'il fallait pour régler le problème. Laquelle? Répétez. Tu veux que ton conjoint respecte tes consignes. Quand tu lui dis, par exemple, je ne veux pas que tu ailles ici ou pas, qu'il t'écoute. Si je n'avais pas discerné le besoin, on serait en train de résoudre le problème de bar. Et elle va dire non, j'ai pris pire ça. Elle a pris. Vous voyez, c'est des diversions quand on ne fait pas l'effort d'écouter et de pouvoir discerner le besoin. Et à la femme, qu'est-ce que j'ai dit? Donc tu veux que ton mari te respecte en public. Il dit maman, c'est tout ce que je veux. Je ne veux rien. Et là,
j'ai pu discerner le besoin. Si je n'avais pas discerné ce besoin, on serait en train de résoudre les problèmes de belle-mère, puisqu'elle a parlé elle a crié sur moi devant ma belle-mère, et ça a permis à ma belle-mère aussi de me manquer de respect, tout ça. Donc on serait allé sur un terrain qui n'a même pas besoin d'exister. Et là, on a pris les deux phrases. Ici, je veux qu'elle m'écoute, qu'elle respecte mes consignes. Et ici, je veux qu'il me respecte. Et on a dû travailler sur les deux. Comment on peut arriver à ça? Et on a oublié tout ce qui s'est passé. Donc vous comprenez que quand vous êtes positif, vous arrivez à discerner le besoin de la personne. Et puis vous avez tout ce que vous voulez. Donc je parlais aussi de la communication silencieuse. Elle est très importante, vous savez. Très, très, très importante. Il y a des gens qui ont des visages rassurants. Il y a certains qui ont des visages qui font peur. Donc, vous n'avez pas besoin de parler pour qu'on sache si vous êtes une personne qui puisse rassurer ou une personne qui fasse peur. Quand vous allez par exemple à une interview pour un boulot et vous avez une mine qui porte à l'inquiétude, à l'excès, est-ce que vous êtes sûr que la communication que vous faites avec votre visage peut être un atout pour votre interview? La probabilité sera faible. On se demandera quel problème il a. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est malade? Il y a des gens, vous les voyez, vous avez envie de leur demander s'ils sont malades. Parce qu'ils communiquent toujours une nature, un physique malade. Quand un enfant vient vers vous en pleurant, généralement, quand vous souriez, les pleurs diminuent déjà avant que vous ne parliez. Mais quand vous froncez la mine, l'enfant continue, augmente les pleurs. Donc ça veut dire que je lui ai communiqué silencieusement un état d'âme. Et c'est ce qui se passe. Quand vous ouvrez la porte de votre directeur, la mine que le directeur a suffit à savoir la réponse que vous aurez par rapport à ce que vous êtes fait. Et des fois, ça déconcerte. Quand, par exemple, un directeur gronde son employé parce que l'employé aurait fait quelque chose qui n'a pas marché, en partant, je vous dis généralement, l'employé, en fermant la porte, se retourne pour voir la mine. Des fois, vous vous tournez, vous voyez qu'après ces remarques, le visage n'est pas autant méchant. Et vous comprenez que c'est juste le fait que vous n'avez pas reçu ce que vous devez faire qui l'a mis dans cet état d'âme. Mais quand, en sortant de son bureau, vous faites quoi? Vous lancez, c'est-à-dire vous lui dites, ferme-moi la porte. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez mis dans son âme. Ce jeune pourra partir et ne plus jamais revenir. Juste à cause de ces gestes, pas à cause des remarques, hein. Ce geste-là qui a été silencieux, cette communication silencieuse. Je me souviens qu'entre-temps, il paraît qu'il y a un jeune homme qui est né dans une famille très très précaire et dont les parents se débrouillent et lui aussi. Donc ils ont subi beaucoup d'humiliations, beaucoup de moqueries dans leur village. Mais l'enfant a tout fait, malgré les humiliations, malgré les problèmes, les difficultés, pour avoir son bac. Il vient à l'université le premier jour. Vous savez ce qui s'est passé? Lui, il se dit toujours que ces gens-là sont bons, c'est toujours moi, ils vont encore se moquer de moi. Donc il était dans son coin. Et entre-temps, il y a un jeune qui a lancé quelque chose. Et il a couru pour prendre la chose. Il croyait que c'était de l'argent, c'était 500 francs. Alors que c'était du chewing-gum que la personne a fait sciemment et a laissé. Donc quand il est allé prendre ça, toute la salle a ri. C'est tout. Personne ne lui a dit, tu es qui, tu as fait quoi, est-ce que tu as une famille mauvaise? Mais est-ce que vous pouvez imaginer que ce rire-là a amené l'enfant à se suicider? Il s'est dit, la moquerie m'a suivi jusqu'à l'université ici. Non, ça je ne peux pas. Je sais que ça allait m'arriver. Donc, c'est parce qu'il a écrit qu'on a compris que c'est juste le geste-là, ou bien le rire-là, qui l'a amené à se suicider. Mais on ne pouvait pas revenir en arrière pour le ressusciter. C'est comme ça qu'il est parti. Donc, la communication silencieuse agit sur l'émotion d'une personne, sur l'état, dans la façon dont tu vois ton enfant. Peut lui faire croire que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. La façon dont tu vois ton employé ou bien ton collègue ou bien ton ami, ça compte.
Tout ça la compte. Et quand on veut exprimer de la bienveillance, quand on veut exprimer de l'assurance, il faut avoir quand même un visage. Surtout quand vous êtes en conflit, la façon de pouvoir gérer les difficultés. Et il a proposé un schéma qui est nommé DESC. Comment décrire la situation sans trop d'émotion, sans jugement, sans partialité. C'est-à-dire, vous dites ce que vous avez à dire, tout simplement, décrire. Et le E, c'est exprimer son ressenti, mon émotion. Pas ce que je veux faire ou bien ce que j'ai envie de faire, mais ce que je ressens au plus profond de moi. S, c'est solution. C'est-à-dire, on propose ensemble des solutions pour que de tels comportements ne se répètent pas. Et le C, c'est conclusion. C'est-à-dire, vous concluez ensemble, vous donnez une conclusion qui amène l'autre à se conscientiser et à comprendre l'intérêt qu'il y a à rectifier ces mauvaises manières. Quand on parle de DESC, lui, il pense que c'est une manière d'amener les protagonistes à pouvoir s'asseoir et penser à la communication à faire avant de se retrouver. Et là, déjà, vous gagnez en patience, vous gagnez en tempérance. C'est une stratégie qu'on ne peut pas utiliser séance tenante alors qu'on a des difficultés. Il a donné beaucoup d'exemples dans son livre, donc je vais me baser sur ces exemples. Parmi ces exemples, il y a cet exemple. Il dit que, supposons que je suis avec un collègue et ce collègue doit m'apporter un travail que je dois compléter et donner au directeur à 17h. Je suis allé vers lui, je lui dis, mon collègue, le directeur en a besoin à 17h. Voilà, il est 16h, je n'ai pas de ses nouvelles. Je l'appelle, il ne prend pas. Je vais vers lui, il dit qu'il n'a pas fini. Et il m'apporte par exemple le travail à quelle heure? À 17h15. Au lieu par exemple de répondre en même temps et de perdre du temps, je ne dis rien, je complète et je fais tout pour que le directeur l'ait au plus tard, à 18h. C'est vrai, lorsque j'irai là-bas, le directeur dira son mot. Mais je reviens, j'appelle. Lorsque je sens que je suis un peu calme, j'appelle mon collègue et je commence le DESC. Et le DESC va consister en quoi? Le D sera la description. Je décris ce qui s'est passé sans objectivement. Je décris ce qui s'est passé de façon objective. Je ne mets pas de l'émotion, je ne mets pas des jugements là-dedans. Je lui dis, tu savais que tu devais apporter ce travail au plus tard à 16h et moi je devais l'achever à 17h et l'amener au directeur. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Donc j'ai décrit la situation et j'attends un peu. Ça c'est le D. Le E, c'est l'expression de son ressenti. Je ne vais pas être hypocrite. Hein? Être calme ne veut pas dire être hypocrite. Être tempéré n'est pas synonyme de l'hypocrisie. Je lui dis, ça m'a mis tellement mal à l'aise devant le chef. Le chef était fâché et ça m'a mis en colère. Donc j'ai dit mon émotion. Et c'est partant de mon émotion que lui peut connaître mon besoin. On va y revenir. Donc, je lui ai dit mon émotion. Et là, je quitte l'émotion, je ne parle pas beaucoup, et vous allez constater que je n'ai pas dit « tu m'as fâché »,« tu m'as offensé »,« tu m'as frustré », mais j'ai dit « je me suis senti frustré ». Quand on arrive à cette étape, le mieux c'est d'utiliser le « je ». Parce que si vous utilisez le « tu », c'est pour accuser et ça peut capoter à l'instant. Donc pour que ça ne capote pas, je dis je me suis senti rejeté, je me suis senti frustré, je me suis senti angoissé. Et là, il me comprend. Maintenant, c'est le DE. Le S, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que tu en penses? Là, il va se dire prochainement, prochainement, sincèrement, je ne vais plus le faire. Mais s'il ne le dit pas comme ça, moi, j'ai ma solution à lui proposer. Moi, je propose que
heure d'avance, tu me donnes ton travail pour que je l'achève. J'ai 1 heure pour l'achever. Et c'est ce qui va se passer maintenant entre nous. Si je dois donner le travail à 18 h, donc je dois l'avoir à mon niveau au moins à 16 h. Ou bien au plus tard à 17 h. Et on convient là-dessus. Et maintenant, tu lui dis pourquoi. Cela va nous aider à pouvoir avoir une relation conviviale et à ne pas avoir des antécédents avec le chef. Il faut le conscientiser. Pourquoi tu veux que les choses aillent? S'il ne comprend pas, la probabilité est forte qu'il ne dise rien, qu'il ne comprenne pas. Et c'est comme ça, quand je suis dans un foyer, supposons que nous sommes sortis, voilà, mon mari a crié sur moi. Je n'ai pas besoin de rétorquer au risque de créer du théâtre qui ne sera pas dans notre intérêt. Donc je me tais par exemple. Je reviens à la maison et je lui dis, chérie, tu as crié sur moi aujourd'hui en public. Devant tout le monde, je peux même nommer les gens. Devant le pasteur, devant telle personne. Je prends un peu de temps, ça c'est n'est-ce pas? Décrit. Je décris la situation sans émotion, de façon impartiale. Et je lui dis, ça a créé en moi une honte. Là, j'ai exprimé le problème. Parce que quand on connaît mon besoin, on peut le satisfaire à cela. Mais quand la personne ne connaît pas mon besoin, la personne ne peut pas satisfaire à cela. Donc je dis, ça a créé une honte, une frustration, à tel point que je ne pouvais plus parler devant les gens. Ça, ça a créé ça, ce que ça a créé en moi. Je n'ai pas dit, tu m'as honni, tu m'as insulté, ça a créé en moi une honte. C'est plus compréhensible que tu m'as honni, parce que peut-être il se peut que lui te dise qu'il ne t'a pas honni, que lui voulait régler un problème. Donc vous comprenez? Quand vous lui dites ça, il dit non. Moi, regarde, tu as déposé ça ici, je sais ce que c'est pour que tu la lèves. Mais quand je dis, je me suis senti honni, là il va comprendre que c'est ce que mon acte a créé. Et après tu dis, je crois que on doit trouver une solution à ce fait répétitif. Le fait que tu cries sur moi. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourra faire? Quels sont les gestes qu'on pourra faire? Et peut-être, monsieur peut dire, si je te jette un tel regard, donc ça veut dire que d'arrêter ce que tu es en train de faire. Ou bien si je te fais comme ça, un signe comme ça, cela veut dire que ce que tu fais ne m'intéresse pas. Et vous cherchez comme ça des signes, des symboles, je ne sais pas, quelque chose pour pouvoir parler sans toutefois crier autour de soi. Maintenant, vous continuez, vous n'allez pas vous arrêter à là. Parce que si vous arrêtez à là, il ne comprend pas, il ne comprendra pas. Vous lui dites que si tu arrives à dominer ça, ça me permettrait d'être à l'aise lorsque je vais dans ta famille. Supposons que c'est dans sa famille. Tu verras que je serai très à l'aise. Parce que toi-même, tu le dis souvent, quand j'y vais, je ne suis pas à l'aise. Je veux, et là, il va s'efforcer parce qu'il veut que sa femme soit quand même active quand il va dans sa famille. Donc, il va le faire pour cela. Et c'est ce qu'on appelle desk. Et je crois que nous tous, nous pouvons le faire. Et quand vous le faites à soi et que vous lui parlez comme ça, vous lui faites décrire son acte et ce que le ressenti que vous avez eu, je crois que prochainement, il ne le fera pas. Et ça instaure le respect au fait autour de nous. Et ça, on peut le faire même avec nos enfants, tout le monde. Et ça nous permet de ne pas être des gens impulsifs. Des gens colériques, c'est-à-dire qu'on ne constate pas quand même que nous avons cette nature-là de l'intempérance. On peut cacher ça et arriver quand même à communiquer de façon non violente. Samé Agbo Chantal Ayema Afiwa, je voudrais vous garder longtemps plus que ça, mais le temps qui nous a imparti est largement dépassé. Votre mot de fin, avant qu'on ne remette l'antenne à la régie pour la suite des émissions de la télévision togolaise. Généralement, c'est la communication négative ou destructive
que nous adoptons. Généralement, c'est plus facile de dénigrer, de dire, de parler, de crier. Mais une communication constructive, elle est difficile, mais c'est elle qui fait preuve de maturité. Et c'est de ça dont tous nous avons besoin. Donc, faisons la promotion de cette communication non violente et on comprendra mieux que la vie n'est pas autant difficile. On peut vivre avec qui que ce soit. Merci Madame Samé Agbo Chantal Ayema Afiwa pour ce temps que vous avez passé avec nous. Et si la prochaine fois l'émission Idée vous demandez de venir continuer avec cette communication constructive, que direz-vous? Je suis là. Merci beaucoup. Akakpo, réalisateur du jour, merci pour tout ce que vous avez fait pour que nos chers téléspectateurs puissent nous recevoir à travers ce numéro de Idée. Tous ceux qui vous ont aidé, merci pour votre technicité. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, bye bye.